Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci d'être en avance. On va attendre 30 pour commencer tous ensemble. Pour moi, quand attendre 2-3 minutes, que ce soit 30. Si jamais vous avez des attentes particulières à nous partager avant la session, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à nous les partager. On va faire en sorte de s'adapter aussi à vos enjeux et aux questions que vous vous posez. Voilà, s'il y en a. Bonjour Anne-Laure, bienvenue. Je vous propose qu'il est 30. Je vous propose qu'on commence. Donc la session est enregistrée. On va partir sur à peu près 45 minutes ensemble, donc d'échange et de partage avec notre expert Cédric Dumèche que je vais présenter juste après. Donc sentez-vous libre pendant la session de poser vos questions sur le chat. On est vraiment là pour interagir, hein. C'est des formats en petit comité. Voilà, donc là on est sur aujourd'hui la dernière session de l'année, hein, sur le 8e webinaire. On va s'intéresser à ce fameux document des risques, je pense qui est un enjeu quand même très très structurant. On a voulu en fait le tourner comme, alors on a posé des mots forts, hein, on parle d'outils de pilotage, parce qu'on pense que c'en est vraiment un. Donc on va voir aussi comment c'est vécu aujourd'hui, comment peut-être vous le vivez aujourd'hui, et en quoi on peut en faire un élément pour vous structurant, pour justement piloter votre stratégie de prévention, comment peut-être aussi mieux appréhender vos risques sur le terrain. Et l'idée de nous, la vocation de cette session, c'est de voir comment on peut agir au plus juste après sur le terrain. Parce que l'idée de ça, c'est vraiment que ça reste pas un papier historiquement qu'on trouvait dans les armoires. Maintenant, il y a tout un tas d'enjeux aussi avec le numérique, hein, sur lequel on a un stockage pendant 40 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit un outil vivant et on va évoquer ça du coup avec Cédric aujourd'hui pendant cette session. Donc les formats de webinaire action prévention, pour ceux qui sont peut-être aujourd'hui sur une première participation, donc c'est un rendez-vous mensuel qui s'adresse aux décideurs RH et santé, hein. Donc c'est vraiment ouvert, que vous soyez vraiment novice sur le job ou plus expérimenté aussi, ça c'est enrichissant pardon, pour nous. Donc c'est un format que l'on rend récurrent, pardon. Et donc on va là dévoiler début janvier aussi le planning 2026, hein, puisque en 2025, si j'arrive à passer la slide, on a donc animé 8 sujets que vous retrouvez à l'écran. Donc les replays sont disponibles. On a une chaîne aussi YouTube. On vous remettra le lien. Vous recevrez un mail récap suite à la session. Donc profitez aussi voilà, d'un petit temps pendant les fêtes, si vous avez un petit temps un peu plus calme, ou au début d'année aussi pour les bonnes résolutions, si vous souhaitez découvrir des sessions qui sont déjà passées. On a, en gros, le fil conducteur, on a intervenu principalement sur toute la sphère des risques psychosociaux et des TMS qui sont vraiment nos deux cœurs d'action de prévention chez Montmartin depuis 8 ans. Bonjour aux derniers arrivés aussi. Donc justement, sans transition, pour faire la petite page de pub, donc moi je suis Camille Paroutot, le fondateur et dirigeant aujourd'hui de la société Montmartin, qui a 8 ans d'existence. Donc on intervient vraiment uniquement sur la sphère de la prévention santé au travail, hein. On travaille uniquement avec les entreprises à destination de leurs managers et collaborateurs. On intervient sur les 5 thématiques que vous retrouvez à l'écran. Il y en a quand même 2 grandes qui se dégagent, hein, clairement. Nous, on s'attaque voilà, ce qu'on considère être les 2 grands maux des entreprises en 2025 avec les enjeux qu'on connaît tous, c'est-à-dire vraiment les troubles musculo-squelettiques et les fameux risques psychosociaux slash santé mentale. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on met le cœur de notre énergie, parce que c'est là où ça fait mal au sens voilà, structurel et organisationnel pour les entreprises. Et on a aussi des interventions après en fonction du calendrier, des dates, hein, des journées mondiales ou des semaines pendant l'année. Je pense notamment, on est intervenu, comme on le fait tous les ans, en octobre et en novembre, sur la santé masculine, santé féminine. Donc on fait en sorte aussi d'apporter des sujets qui touchent la santé publique, mais qui ont un impact évidemment sur le monde du travail, hein, puisque c'est très présent de plus en plus, malheureusement, pour certains sujets. Donc ça, c'était les thématiques, donc TMS, RPS principalement. Donc nos formats d'intervention vont vraiment de la sensibilisation jusqu'après à la formation.
Donc là, aujourd'hui, on va plutôt être sur l'étape 2, repartir du début pour aussi lancer l'année 2026, comme on aime bien le faire chaque année, de dire il faut repartir de bien connaître finalement les enjeux qui concernent votre organisation, donc vraiment sur la partie diagnostic, et après de pouvoir mettre en place une stratégie et un plan de route qui soit clair pour vous, pour après aller sur les bons niveaux d'accompagnement, que ce soit de la sensibilisation très courte sur des formats digitaux ou webinaires comme ça peut l'être sur des formats d'une heure, ou après aller sur de la vraie formation. On vient sur site notamment sur 7 heures ou plusieurs jours. J'en profite aussi pour dire qu'on a lancé en 2025, c'était une nouveauté aussi pour nous, une formule d'abonnement très accessible avec des parcours en ligne, des webinaires mensuels à destination des salariés, donc sur les thématiques que je citais précédemment. Donc on a le plaisir d'accompagner de belles structures, donc principalement des structures aujourd'hui grands comptes, qui sont voilà, des structures parmi le CAC 40, avec des secteurs qui ressortent quand même un petit peu, comme la grande distribution, les banques assurances ou l'industrie. Et on intervient de plus en plus aussi sur le secteur public, hein, je pense notamment à l'établissement français du sang, dans des collectivités, des départements, etc. Voilà, donc on a aujourd'hui environ 150 clients que l'on a le plaisir d'accompagner. Voilà pour la page introductive de cette session. J'essaie de le plus court possible pour qu'on ait plus de temps d'échange. Donc le plan qu'on vous propose avec Cédric, qui va se présenter juste après, c'est je vais faire une petite intro sur les enjeux en lien avec le document des risques, hein, puisqu'il y a eu aussi une mise à jour au niveau réglementaire en 2022. Et on va avoir un temps d'échange. On a prévu une dizaine de questions, justement, parmi celles qu'on peut identifier dans les échanges qu'on a avec nos clients au quotidien. Donc, ce qui va faire l'objet d'un format d'interview. Et on a préparé, Cédric a préparé un cas client qui puisse aussi illustrer l'échange qu'on va avoir ensemble. Et à la fin, on vous proposera évidemment quelques solutions, propositions d'intervention. Et on aura un petit temps d'échange, hein, comme je l'ai dit. On restera connecté aussi pour ceux qui auront des cas peut-être un petit peu plus spécifiques ou particuliers. Voilà, donc sans plus attendre, j'espère que ce menu de fin d'année vous convient. Cédric, je te propose de te donner la parole pour dire un petit peu qui tu es, si tu veux bien. Bonjour à tous. Je suis Cédric Dumège, ergonome. Je suis de formation initiale, je suis ostéopathe et je suis devenu ergonome par la suite. Et l'association de ces deux métiers m'ont permis d'avoir une vue très globale en fait sur les problématiques que peut avoir des salariés en termes à la fois de posture de travail, mais aussi, donc on pense au TMS, mais aussi au RPS, parce que finalement tout ça c'est très très lié et l'un joue sur l'autre. Et justement, c'est ce que j'aimerais vous présenter vraiment dans la suite de la session aujourd'hui, c'est de vous montrer finalement que il ne s'oppose pas dans le DUERP, les TMS face au RPS, mais qu'en fait tout ça c'est très intriqué et que très souvent, quand l'un des deux apparaît, il est souvent alimenté par l'autre. Voilà. J'ai une activité aussi en entreprise, une activité en libéral où on a monté un institut qui prend en charge les patients qui ont des douleurs chroniques et des douleurs chroniques qui sont dans le dos ou les membres. Et ça, du coup, on le voit également, nous, au quotidien, le lien qu'il y a chez ces gens-là entre l'aspect psychologique et l'aspect purement mécanique. Voilà. Magnifique. Alors, on voulait profiter de ce lancement, ça nous intéresse. Elise, déjà, merci de vous être exprimé un petit peu sur votre enjeu, ou de connaître un petit peu plus précisément, dans le cadre de vos fonctions, le fonctionnement du document des risques. Parmi les présents, alors ça peut être via le chat, savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce document des risques. Par exemple, la première question, ça peut être est-ce que vous êtes en charge de ce document des risques dans votre entreprise? Euh, ou est-ce que vous en avez déjà réalisé un? Voilà, on serait curieux de savoir si c'est bien le cas. Et je n'avais pas vu un commentaire déjà en attendant dans le chat concernant l'évaluation différenciée. Hop, euh, homme-femme, comment l'intégrer aux URF existants en termes de méthodologie. Ok, bon, ça, on va le prendre en compte pour la suite. Donc, est-ce qu'il y en a ici, parmi nos chers participants, qui ont déjà réalisé ou mis à jour un document des risques?
On peut, pas de souci, hein, si vous souhaitez, si vous pouvez pas participer, ça peut être aussi via le chat. En tout cas, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je propose qu'on lance la session avec le temps d'échange que l'on a prévu juste après. Je voulais du coup voilà, donner quelques chiffres assez marquants. Merci Hélène pour votre participation, réalisation du DU, mais mise à jour difficile. Bon, on va en parler justement. Merci, c'est très bien pour la transition. On va parler justement, on va faire spécifiquement un focus sur comment est-ce qu'on peut le mettre à jour, justement l'actualiser. C'est vraiment ça le plus important parce qu'il y a souvent, quand vous arrivez dans une entreprise, un premier jet qui existe. Donc sur les enjeux autour du document du risque, hein, puisqu'il y a une réglementation qui a été mise à jour en 2022, donc on a ressorti 4 chiffres qui nous paraissaient assez marquants quand même sur un peu l'état des lieux en France, évidemment, au niveau de tout secteur d'activité. Donc on a un peu plus d'une entreprise sur deux, 54%, qui aujourd'hui finalement n'ont même pas de document des risques. Donc évidemment on voit que c'est un enjeu qui est important et que il y a aussi une difficulté finalement à la fois de temps, mais peut-être de compréhension quel est le bénéfice de cet outil, de le remplir tout simplement. Donc ça c'est des données qui ont maintenant quelques années, mais on voit que ça reste quand même d'actualité. Si on fait un focus plus particulièrement sur le volet des RPS, et bien on se rend compte que, un petit peu dans la même veine, hein, il y a à peu près une entreprise sur deux finalement qui n'intègre pas les RPS. Merci pour vos réponses sur le chat en parallèle, on y reviendra après. Donc il y a voilà, aujourd'hui finalement que 50% des entreprises qui intègrent vraiment la partie RPS, qui est un sujet assez complexe, hein, souvent multifactoriel, on va le voir aussi. Donc qui est révélateur aussi à la fois d'un manque de temps et peut-être de connaissance du sujet pour pouvoir bien l'appréhender et bien le déployer dans sa structure. Alors après, si on voit un peu quand il y a malheureusement des enjeux hein, de santé, c'est là après où l'employeur va être aussi un petit peu titillé, si je puis dire, sur la mise à jour de documents. On voit que dans 80% des cas, quand l'inspection du travail aussi peut intervenir, eh bien, la mise à jour de ces documents des risques peut être mise en cause et sont insuffisants pour pouvoir finalement bien appréhender et corriger le tir hein, quand il y a des enjeux de santé ou des modifications du risque dans les structures. Le dernier chiffre marquant, je pense qu'on en entend tous parler aussi, même régulièrement maintenant dans les médias, l'absentéisme a énormément augmenté en quelques années, hein, ça c'est l'Observatoire Malakoff et Heming, puisqu'entre 2015 et 2022, on a eu une augmentation aussi de près de 50%. Là, vraiment sur le focus absentéisme. Et on a vu aussi un tournant majeur, hein, on a un petit peu la conséquence aussi post-crise sanitaire de 2020, avec un passage des maladies mentales, tout l'environnement de la santé mentale qui passe devant en termes d'absentéisme versus les TMS qui étaient avant dominants avant 2022. Voilà, donc tout ça pour vous poser un petit peu un cadre quand même qu'il y a un vrai enjeu autour de ces sujets et surtout de la mise à jour de ce document des risques et quoi en faire derrière pour pouvoir vraiment l'exploiter. Pour la petite page aussi de récap, donc sur ce document des risques qui est obligatoire dès le premier salarié, donc ça touche aussi voilà, même les toutes petites TPE finalement, et il y a une obligation donc légale hein, dans la loi qui a été mise à jour en 2022 dans l'article 41-21, de le mettre au moins une fois par an à jour pour les entreprises de 11 salariés, de 11 salariés. Alors, ça ne veut pas dire que celles de moins de 11 salariés ne doivent pas non plus le faire. Finalement, tout le monde est concerné. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que dès qu'il y a un nouveau risque ou dès qu'il y a une modification importante dans l'entreprise, eh bien, automatiquement, il faut se dire que c'est important de le mettre à jour. Alors pour vous faire un petit peu peur et quand même aussi citer la loi, hein, c'est qu'évidemment une absence ou justement une non mise à jour qui est considérée de la même manière par l'État, ça entraîne une amende. Hein. C'est là où aussi l'employeur va être responsable de cette mise à jour. Donc c'est quand même un enjeu qui est important. Étant moi-même dirigeant d'une société, on sait qu'on a beaucoup d'obligations, donc il y a beaucoup de sujets qui pèsent, mais c'est un sujet là on parle de la santé d'équipe, hein, donc c'est vraiment impactant évidemment sur une structure. Donc finalement il y a ce sujet de potentielle amende,
Mais l'autre chose, et Cédric va y revenir juste après, qui est encore plus structurant, c'est que finalement, un document des risques qui n'est pas à jour, qui est pas conforme à la réalité, c'est qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ben, on peut venir vous chercher comme faute inexcusable de l'employeur. Donc c'est là, voilà, il y a un vrai enjeu aussi de pouvoir à la fois bien prévenir sur le côté positif du document la santé de ses équipes par des actions de prévention, mais aussi se protéger, vous protéger et les dirigeants de votre structure en cas de problématique de santé au travail qui pourrait être avérée en lien avec le travail. Voilà, donc ça c'est un petit peu quand même pour marquer le rappel aussi légal et en lien avec les réformes de 2022. Pour finir avec un dernier chiffre, hein, j'ai entendu encore la semaine dernière, il y a quelques jours, l'État fait beaucoup de communication en ce moment sur aussi bah, voilà, ce qui se passe en France, hein. On a parlé de chiffres qui est quand même assez fort, de 2 morts par jour en France en moyenne par rapport au travail. Donc c'est un chiffre qui est à peu près constant depuis une dizaine d'années, donc qui montre aussi quand même que la prévention des risques a un impact sur la santé de 2 Français par jour, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc ça pose un cadre quand même assez structurant. Et en même temps, pour maintenant passer à un volet plus positif, on va voir ensemble en quoi le document unique est un formidable outil et un support de pilotage pour à la fois hiérarchiser des risques et structurer surtout un plan d'action et enfin, le faire vivre, hein, sans trop spoiler ce que va dévoiler Cédric aussi, vraiment en faire un outil de dialogue social, puisque ça doit vivre. Un document, voilà, ne doit pas rester dans le placard. Si on veut que ce soit exploité, il faut justement faire en sorte que ce soit vivant dans l'entreprise et donc d'impliquer les bonnes personnes. Voilà. Je m'arrête là pour l'intro. S'il y a des questions ou des remarques, pensez toujours au chat, hein, je vais le suivre pendant tout l'échange. Donc j'avais eu une deuxième réponse aussi que j'ai pas votre prénom, mais du coup vous faites aussi l'évaluation et la mise à jour du document des risques. Donc on sera aussi précieux d'avoir vos retours hein, si vous en avez pendant l'échange, notamment pour Lise qui va devoir s'y coller pour l'année prochaine. Donc on est là aussi pour échanger ensemble les connaissances. Donc je vais donner la parole à Cédric. Donc la première question était pourquoi le document des risques reste-t-il encore perçu comme une contrainte administrative, hein, puisque c'est ce qu'on entend encore au quotidien, nous, chez nos clients, alors qu'il pourrait être un véritable outil de pilotage. Alors, merci Camille pour toute cette belle introduction. Ce document unique, c'est vrai, est souvent perçu comme une contrainte parce que les entreprises le perçoivent comme n'intervenant pas vraiment dans la vraie vie de l'entreprise. En fait, il est souvent elle le rédige donc annuellement et c'est porté par une seule personne de l'entreprise. Et puis, ce document est rangé dans un beau dossier au fond d'un tiroir parce que c'est simplement perçu comme une obligation légale sans se rendre compte vraiment de la portée que peut avoir ce document. Parce que quand des décisions structurantes sont prises dans l'entreprise, par exemple une réorganisation, même temporaire, ou parce qu'il se trouverait, je vais donner un exemple plutôt qu'on avait rencontré dans une entreprise. Donc c'était une entreprise à peu près de 100 salariés, et il se trouve que cette entreprise avait une forte activité commerciale de fin d'année. On était sur la période d'automne et ils avaient accepté une forte hausse d'activité. Et donc, ils avaient demandé en fait à leurs collaborateurs d'augmenter les volumes, d'augmenter transitoirement les volumes. Donc, des congés qui ont été reportés, des temps de pause réduits. Sans s'intéresser finalement, donc ces décisions ont été prises sans regarder le document unique. Et il se trouvait que dans ce document unique, on y voyait une organisation plutôt normale de l'entreprise. Enfin, ce qui était décrit dans le document était une situation plutôt, une organisation normale, c'est-à-dire des métiers de bureau qui avaient finalement peu de contraintes analysées. Et il se trouve que 3 mois après cette hausse d'activité, eh ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait une hausse assez importante des arrêts de travail et une fatigue très généralisée dans l'entreprise. Parce que ce qu'ils avaient oublié, c'est que ce qu'ils n'avaient pas perçu, c'est que le document des risques n'avait pas été, comment dire, il n'y avait pas une analyse terrain du travail, il avait simplement eu une analyse
superficielle, c'est-à-dire qu'on avait pris le métier qu'occupent les salariés et on s'était dit, bah voilà, qu'est-ce que peuvent risquer ces salariés? Bon, bah, ils travaillent à un bureau, donc ils n'ont pas de charge à porter, tout va bien. Ils ont des fauteuils confortables, donc tout va bien. Mais finalement, on n'avait pas analysé qu'il y avait des tensions managériales qui existaient déjà, qu'il y avait déjà une fatigue, que déjà les salariés étaient déjà très sollicités, et ces surcharges-là a fait que certains ont complètement, voilà, ont complètement craqué. Et parce que voilà, le DURP, le DUERP n'avait pas été rédigé par une analyse terrain. Voilà. Et donc, le DUERP n'a pas été utilisé comme il aurait pu l'être dans l'entreprise pour piloter finalement ce changement transitoire. Vous voyez? Et c'est ça que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est que dans des moments de restructuration de l'entreprise, ce document peut être utilisé comme un outil de pilotage. Voilà. Et si ce document est porté que par une seule personne de l'entreprise, Hmm. c'est quand même assez difficile qu'une seule personne puisse avoir une vue globale, à la fois transverse et terrain, pour vraiment comprendre tous les enjeux de chaque collaborateur. Et justement, on en vient après à le fait que ce soit un véritable outil de pilotage, c'est en quoi, au-delà de cet aspect obligataire et administratif, finalement, il puisse devenir réellement Mm. utile pour la direction et les RH. Bah, en fait, un DUERP conforme, bah, c'est un DUERP qui répond à une question qui est, avons-nous fait tout ce qui était obligatoire? Voilà. Donc effectivement, si quand vous rédigez le DUERP, vous posez la question de si ce que vous avez fait est obligatoire, bah oui, effectivement, vous aurez un DUERP certainement conforme. Hmm. Mais pour autant, la question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est sommes-nous capables d'expliquer et de justifier nos choix? C'est-à-dire qu'un DUERP, dans un DUERP conforme, tous les risques sont listés. D'accord? On arrive à faire le tour. Alors, c'est pas donné à tout le monde déjà de bien réussir à tout lister, mais dans un DUERP conforme, voilà, tous les risques sont listés. Et dans un DUERP qui serait plutôt jugé comme utile, on va pondérer en fait chaque risque. C'est-à-dire que Hmm. tous les risques n'ont pas le même poids et la même importance. Et le but, en fait, c'est de hiérarchiser ces risques pour pouvoir se concentrer sur ceux qu'on a identifiés comme étant prioritaires euh, et les mettre, voilà, prioriser des actions à mener sur ces risques-là. Voilà, parce qu'on considère que ces risques engendrent davantage d'effets dans l'entreprise, d'effets leviers dans l'entreprise, plutôt que d'autres risques. Et c'est ça qui est important. C'est de les hiérarchiser en fait. Et de là, si on arrive à les hiérarchiser, on arrive à avoir un DUERP utile. Et tu me disais en préparant l'échange que finalement, bah voilà, quand on est dirigeant ou directeur dans une entreprise, bah, au quotidien, on va avoir ces enjeux de prioriser, hiérarchiser Mm. des enjeux, que ce soit sur bah voilà, quel est mon plan de route 2026 pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je dois trancher dans mon budget. Donc finalement, voilà, ce que tu me disais, c'est que sur l'opérationnel, on est habitué à trancher parce que bah voilà, au quotidien, dans une entreprise, il y a un tas d'enjeux qui se présentent et naturellement, on va trancher. Et donc finalement, la philosophie de ce que tu nous dis là, c'est de dire, bah voilà, il faut entre guillemets assumer, se positionner en hiérarchisant, et surtout, bah, ça veut dire qu'on fait un choix, donc on va potentiellement mettre de côté ou en bas de la liste de certains risques qui peuvent être peut-être moins importants ou moins risqués en termes de gravité. Voilà, donc il Oui. faut avoir ça à l'esprit, et je pense que pour ceux qui sont en contact après direction générale ou opérationnelle, se dire que bah, ça doit être considéré comme l'ensemble des enjeux opérationnels de l'entreprise où on est habitué à structurer, hiérarchiser, et que c'est OK finalement. Et surtout, ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que la démarche, c'est pas forcément de se dire on a coché toutes ces cases scolairement, mais plutôt est-ce qu'on est capable en cas de problématique, hein, rappelez-vous la faute inexcusable de l'employeur, est-ce qu'on est capable de l'expliquer? Et ce document va être finalement qu'un support de preuve, hein, que vous vous êtes posé toutes ces questions. Donc ça, c'est quand même assez structurant dans la démarche. Et ça change un petit peu la donne, je pense, par rapport peut-être à certaines considérations du document.
Alors du coup, ce qui nous intéresse là, c'est toi, avec ton regard d'ergonome, qu'est-ce que tu observes finalement le plus souvent sur le terrain au sein des entreprises? Est-ce qu'on parle plutôt de risques mal identifiés ou des risques qui sont finalement connus mais qui ne sont pas vraiment traités? Alors, il y a deux aspects là-dessus, et je pense qu'il faut dissocier les RPS et TMS là-dessus. Si on prend les TMS, souvent les risques sont bien connus, en fait. Les risques sont connus. Euh, si on prend l'exemple d'un employé qui doit porter des charges à bout de bras, l'employeur sait très bien qu'effectivement ça sollicite les épaules. Mais voilà, le problème c'est que c'est très banalisé sur le côté TMS. Donc on a souvent des retours où on nous dit oui, on sait très bien, mais on sait très bien que ce poste est contraignant, mais c'est le métier. Voilà. Donc c'est souvent très banalisé. Et ça, c'est un vrai problème, la banalisation du risque. C'est un vrai problème parce qu'à partir du moment où on le banalise, on le considère pas comme prioritaire, parce qu'on pense que c'est inéluctable un petit peu. C'est comme un petit peu comme les patients qui viennent au cabinet qui vous disent ah oui, j'ai de l'arthrose, mais bon, c'est la vieillerie, c'est comme si c'était un passage obligé. Non, c'est pas parce qu'un salarié doit porter des charges qu'il va nécessairement souffrir des épaules ou du dos. Donc, faut pas le banaliser, pas le normaliser. Donc ça, c'est le risque du côté TMS. Et le côté RPS, c'est vrai que sur sur des personnes qui ne sont pas formées à ça, ça peut être parfois compliqué et complexe de vraiment analyser, parce que ça peut parfois aussi faire peur, aussi de mettre le nez un petit peu dans les risques psychosociaux dans son entreprise. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est plutôt, on pourrait dire plutôt maltraité, on va dire, parce que mais pas par pas par envie de mal faire, c'est simplement par méconnaissance. Hmm. On va y revenir après justement sur les RPS qui est vraiment Oui. voilà, un enjeu, un sujet fort et là qu'on peut encore moins traiter tout seul puisque étant multifactoriel, c'est l'implication de finalement plusieurs piliers de l'entreprise qui doit être intégré pour que vous puissiez prendre ça en compte, quoi. Alors du coup, en suivant effectivement sur l'analyse du terrain réel, en quoi est-elle la clé pour fiabiliser ce fameux document des risques? Parce qu'on va partir du principe que vous êtes tous dans des entreprises qui ont déjà un historique qui peut être parfois très important. Donc en quoi après, voilà ce qu'évoquait Hélène et une autre personne de l'Assemblée, la difficulté est plutôt dans cette mise à jour. Donc, en quoi l'analyse du terrain, du travail réel, pardon, est-elle la clé pour fiabiliser les documents, et notamment sur le volet TMS-RPS qui nous concerne aujourd'hui. Euh, oui, alors souvent l'employeur en fait a certains comment dire certains éléments pour objectiver la santé de salariés. Il s'intéresse à des éléments que moi je considère un peu plus macro, c'est-à-dire le taux d'accident, le taux d'arrêt long terme, et puis savoir s'il y a voilà, des gros conflits en interne, dont il s'en aperçoit, euh, avec, voilà, avec des débordements, un peu des débordements qui peuvent être un peu émotionnels dans l'entreprise. Alors ça, c'est des choses qui sont très visibles. Et ça, c'est un petit peu comme, je pense que le parallèle peut être intéressant. C'est un petit peu comme avoir une maladie, vous voyez. À partir du moment où on pose le nom de la maladie, c'est très bien, effectivement. On vous dit que vous avez une hernie discale, ou on vous dit que vous avez euh, que vous avez une sciatique. Bon, bah, très bien, c'est bien, effectivement, c'est ce qu'on voit de manière macro. Mais c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est voir les petits signaux qui étaient là en amont et qui permettraient en fait d'éviter l'apparition de votre pathologie, donc de la pathologie dans l'entreprise, c'est-à-dire l'accident, éviter l'arrêt long. Et c'est des petits éléments comme les cours d'absentéisme, voir que dans une équipe, les temps de pause qui sont nécessaires, par exemple, sur des métiers de manutention, les temps de pause que les autres salariés ont besoin, vous voyez, est-ce qu'ils ont besoin de se reposer plus ou moins longtemps, connaître un petit peu leur état de fatigue, leur rythme de travail, et ça peut même être des employés de bureau, hein, une entreprise où il y a beaucoup de travail tertiaire. euh, il est intéressant d'évaluer
voilà, sur le terrain, comment le salarié vit son quotidien. Est-ce que ce salarié arrive à faire des petites pauses pour récupérer, ou est-ce que dans l'extrême inverse, on a des salariés qui se sentent obligés de travailler derrière leur écran pendant leur temps de déjeuner en mangeant derrière l'écran, tellement ils sont en retard dans les tâches qu'ils exécutent. Et c'est ces petits éléments-là qu'on observe sur le terrain, donc de l'analyse vraiment fine du terrain, au cœur du fonctionnement, qui nous permettent de voir et de prévoir en fait les futurs mots qui vont arriver dans l'entreprise. Voilà. Et c'est là en quoi, bah, voilà, finalement, le travail qui va être décrit dans un document des risques qui va être mis à jour, hein, on le rappelle, pour les sociétés de plus de 11 salariés, donc je pense que ça vous concerne tous au moins une fois par an, bah, finalement, le fait d'aller sur le terrain et ce que tu évoques là, ces fameux signaux faibles, on va y revenir à la question 5 aussi, vont être révélateurs. Ce qui est intéressant dans ce que tu expliques là, c'est que finalement, bah, on va piloter en tant que direction santé ou direction RH des indicateurs classiques, hein, ce qui est tout à fait normal et précieux. Mais finalement, dans ces indicateurs, on ne va pas retrouver des signaux faibles qui peuvent être révélateurs ou aussi des prémices, hein. C'est un peu la partie émergée versus immergée de l'iceberg, avant qu'il y ait la maladie, qu'est-ce qui va être un petit peu sensible et qui va être impactant si on laisse traîner les choses et qui vont se globaliser. Donc là, on a un Oui, petit peu répondu aussi à la... Vas-y, vas-y. je, oui, j'aimerais rajouter un petit quelque chose pour la question 4. Effectivement. Le, euh, En fait, le travail réel du salarié est parfois très différent sur le terrain que la fiche de poste qu'on lui a donnée, en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment analyser. Parce que analyser une fiche de poste et évaluer les risques qui sont liés à cette fiche de poste, c'est une chose. Mais après, il faut évaluer ce que les salariés font vraiment sur le terrain. Voilà. Et parfois, face à des contraintes qu'ils peuvent avoir, ils vont tâcher de réaliser leurs tâches, donc ils vont contourner ces contraintes, donc ils vont compenser, ils vont s'adapter en fait à ces contraintes, et c'est ces adaptements et ces contournements qui vont générer possiblement des problématiques. Euh, Par exemple, sur un service administratif, donc on prend un service administratif, donc travail tertiaire, on peut se dire, bah voilà, il travaille au bureau, et si on n'observe pas la manière dont il travaille, on peut peut-être pas s'apercevoir qu'ils sont continuellement interrompus dans leurs tâches, qu'il y a des urgences contradictoires qui leur arrivent, qu'ils ont des délais qui sont sans cesse compressés, et toutes ces choses-là, en fait, va nuire en fait à leur bien-être mental au quotidien, et c'est ça qui peut générer aussi un stress important. Et comme je disais tout à l'heure, ils vont peut-être aussi, en réaction à ça, repousser des pauses, manger derrière leur écran, travailler en tension constante. Voilà, ça, c'est des éléments qui vont mettre en place eux pour compenser en fait les risques. Et c'est ça qui va générer après des douleurs, de la fatigue, un stress important, et qui va conduire après à ce que va observer l'entreprise, mais qui est en fin de parcours, c'est-à-dire les arrêts de travail, peut-être les dépressions, enfin tous ces éléments-là. Donc c'est la conséquence justement de ces signaux faibles, hein. C'est pour ça Exactement. on parlait en préparant l'entretien, c'est un peu indicateur lourd versus des signaux faibles ou des signaux minimes qui vont pas rentrer dans les tableaux de bord ou les KPI, mais qui vont être révélateurs ou pour vous qui peuvent être voilà, des signaux d'alerte finalement d'impact qui pourrait se produire en suivant. Alors, on va zoomer un petit peu ce qu'on en avait parlé tout à l'heure sur le volet des RPS, puisque je recite la stat, hein, on est à peu près à une entreprise sur deux qui ne l'intègre pas aujourd'hui dans son GURP, du coup. Donc, la question qu'on se posait, qu'on voulait te poser, Cédric, pourquoi les RPS restent-ils encore insuffisamment intégrés dans de nombreux documents des risques, malgré les enjeux, évidemment, qui sont actuels, étant en plus en année de la santé mentale renouvelée pour 2026 au passage. Parce que c'est simple, parce que les RPS, ça fait peur. Voilà. Les RPS, ça fait peur à tout le monde. Euh, le- Parce que les RPS, ça renvoie tout de suite à l'aspect psychologique. Et on veut surtout pas, même de manière générale, on veut surtout pas dire qu'on va pas bien psychologiquement. Et que c'est plus facile d'accepter qu'il y ait des TMS dans une entreprise plutôt que des RPS. Voilà. Euh, et, et ça, même au niveau individuel, même si on sort de l'entreprise et qu'on parle des individus,
les gens en général acceptent plus facilement de parler de leur douleur physique. Donc, une personne va facilement vous dire qu'il a mal à l'épaule ou au dos, plutôt qu'il va vous dire qu'il est en dépression ou qu'il est en burn-out. Voilà, vous voyez. Parce qu'on est dans une société où il faut être fort, il faut sembler fort, et le côté psychologique, on veut surtout pas l'aborder. Mais en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que dans chaque entreprise, il y a des RPS et que c'est pas, il faut pas l'ignorer, voilà. Et certes, ça peut être perçu comme subjectif d'évaluer des RPS, que c'est difficile à mesurer, que c'est potentiellement déstabilisant d'entendre que dans son entreprise, il y a des personnes qui vont peut-être moins bien psychologiquement. Euh, mais c'est les ignorer en fait qui va fragiliser l'entreprise. Parce que voilà, dans vraiment chaque entreprise, il y en a. Si vous avez à partir du moment où vous avez un service qui est en contact avec des clients, vous aurez nécessairement des clients qui seront certainement, alors j'espère le moins possible, mais qui seront peut-être mécontents ou qui auront des choses qui auront des demandes pour qui vous challengeront. Et évidemment, les personnes qui sont en contact de ces clients-là sont nécessairement à risque de RPS, par exemple, puisqu'ils sont au contact de demandes clients qui peuvent être compliquées à assouvir. Euh, donc voilà, il faut pas les ignorer. Toute entreprise en a. Il faut simplement accepter de les analyser. Et c'est pas parce qu'on les met en lumière que ça va déstabiliser l'entreprise, d'accord? Et une chose importante, c'est pas parce que un document unique, c'est une obligation de moyens, pas de résultats, d'accord? À partir du moment où vous mettez en lumière qu'il y a des risques psychosociaux, si on juge que ces risques psychosociaux sont suffisamment importants pour comment dire, paraître prioritaire dans la liste du HERP, et ben très bien. Dans ce cas, on va engager des actions pour les réduire. Mais il ne faut pas se dire que vous mettez en danger face à ça. C'est-à-dire que c'est très valorisé par la médecine du travail, par tous les organismes de contrôle qui sont autour, le fait que vous avez engagé des choses pour tenter de réduire, On ne vous demande pas une réussite totale, parce que vous n'avez pas cette obligation de résultat, de dire, ben voilà, on a éradiqué complètement les RPS dans l'entreprise, ça n'existe pas. Par contre, on est assez ouvert, assez euh, comment dire, objectif sur notre situation. On s'est analysé, on est très positif et on a analysé ces risques-là et on tente de les combler. Voilà. Et ça, c'est très valorisé par tous les organismes, l'effort fait par l'entreprise. Je pense que c'est important là de noter le côté positif du discours de Cédric, de dire voilà, finalement, la peur peut être mauvaise conseillère, hein, comme on dit. Donc l'idée, c'est de pouvoir éclairer vraiment tous ces sujets, d'oser. Voilà, de pas hésiter à mettre les pieds dans le plat là-dessus. Sur le volet spécifiquement santé mentale qui rentre effectivement dans le volet des RPS, on a quand même aussi une démarche française depuis 2025 et donc avec ce renouvellement 2026 de vulgariser la santé mentale, aussi d'éduquer les salariés, de pouvoir en parler de manière ouverte. Donc il y a un tournant qui est en train de se passer aussi, hein. Donc c'est pour ça que on espère voir dans les prochains mois et années que les documents des risques vont être plus alimentés. Si on pense que ça va être un impact positif, hein. Donc on est assez positif quand même sur ce qui se passe vraiment là si je focus sur la France. Euh, et donc voilà, donc sur les RPS, c'était important de pouvoir zoomer dessus parce que c'est un cas qu'on entend souvent et nous on a beaucoup de demandes de clients de travailler là-dessus. Ayant une petite formation d'ostéopathe initialement, on ne pouvait pas ne pas parler de TMS, hein, cher Cédric, en suivant. Alors, la question un petit peu cliché, c'est que on pense souvent que j'avais encore une cliente hier qui me disait bah voilà les TMS bon j'ai mis en place mon bureau ergonomique pour mes salariés on est vraiment sur quelque chose d'assez mécanique physique finalement. Et en quoi l'approche qu'on évoque là d'aller sur le terrain peut impacter la mise à jour du document des risques selon toi. En fait, les TMS et les RPS ne sont pas deux blocs qui sont complètement séparés, d'accord? Ce sont deux choses qui sont très intriquées. C'est comme un individu.
notre personne est influée par notre psyché, est influée par notre physique. Les deux sont liés. Quand physiquement on va bien, eh bien on va quand même mieux psychologiquement, et quand psychologiquement on va bien, physiquement, les gens ont moins de douleur. Et ça, c'est quelque chose même qu'on voit, même si je parle simplement de mon métier d'ostéopathe original, c'est quelque chose qu'on voit ça dans les cabinets. Les patients qui généralement ont des douleurs chroniques sont aussi des patients, enfin, ce ne sont pas des patients qui sont hyper bien psychologiquement. Vous voyez, il y a toujours un lien de causalité l'un par rapport à l'autre. Et les TMS, c'est pareil. Donc les TMS, c'est pas le beau bureau qui se lève qui va régler les problèmes, ni la belle chaise ergonomique. Les TMS sont très liés à plein de facteurs, au rythme de travail, à la pression dans le travail, à la charge cognitive, à l'organisation, au rapport humain qu'il y a dans l'entreprise, et aussi évidemment aux postures. Évidemment, on ne va pas le nier, mais les postures, le matériel, les charges portées, ce sont des éléments qui influencent les TMS. Mais il y a tout l'environnement. Voilà. Vous prenez deux salariés qui ont le même poste, la même fiche de poste. Donc, par exemple, on va faire deux hôtesses de caisse dans deux supermarchés de deux enseignes différentes. Eh bien, qui ont le même âge, les mêmes antécédents, eh bien, il y en a une qui peut déclencher des TMS et l'autre non. Et pourtant, elles ont la même caisse, à peu près le même flux de clients dans la journée, mais c'est parce qu'il y a tout ce qui est autour. Il y a le management qui est autour, le rythme qu'on leur impose, le relationnel qu'il peut y avoir avec les collègues. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça qui vont influer. Et pas simplement de savoir est-ce que le fauteuil qui est devant la caisse est ergonomique. Vous voyez? On va arriver sur la dernière partie de l'échange. Où on va se concentrer sur aussi ce qui va sûrement, ce qui fait l'objet de votre participation aujourd'hui et sur ce côté justement d'aide à la décision, hein, et de pilotage en lien avec le document des risques. Donc la question 8 était comment le document des risques peut-il justement devenir, s'il ne l'est pas déjà dans vos structures, un outil de pilotage et un outil d'aide à la décision, hein, parce que c'est assez fort du coup de le voir comme ça, pour contrer ce côté purement réglementaire. Et si possible, la petite question subsidiaire pour toi, Cédric, avec quel indicateur aussi on peut l'appréhender? Oui. Alors, l'objectif du DUERP, en fait, ça permet en fait, de répondre à une question qui est pourquoi avons-nous agi ainsi et pas ailleurs? Voilà. Pourquoi on a mené ces actions-là sur ces risques qu'on a identifiés plutôt que les autres. Voilà, ça permet de hiérarchiser, d'avoir une réflexion et de mener une décision. Voilà, donc ça permet d'éclairer votre décision et de sécuriser en fait l'entreprise à travers ça, parce que c'est une réflexion que vous avez eue. Euh, et excuse-moi Camille, donc la deuxième question, c'est les indicateurs. Oui, quels Sur les indicateurs? indicateurs, ouais. Ouais. Alors, les indicateurs du DUERP, en fait, ça va être évidemment euh, les RPS, les TMS, l'ergonomie de manière générale dans l'entreprise, qui vont permettre de quantifier en fait et de se positionner. Donc après, on y reverra sur la manière dont tu travailles en toute dernière partie, avec un côté aussi scoring. Aussi, ça peut être un vernis intéressant. Alors là, évidemment, en vous faisant accompagner d'un pro, d'un intervenant pardon, extérieur qui va vous pouvoir aussi vous donner une sorte de point de départ avec un scoring à la clé et de pouvoir voir aussi une évolution, puisque on maîtrise, hein, toujours mieux, comme on dit, ce que l'on mesure. Et c'est aussi pour nous un des messages qu'on vous passe là, aussi un des peut-être des leviers d'activation opérationnelle d'un document des risques, et de voir en quoi aussi d'avoir un côté chiffré. Hein, si on en revient avec tout ce qu'on fait dans une boîte, c'est-à-dire on gère de l'opérationnel, on a des pourcentages de satisfaction client, on a des budgets, on a des marges, donc on a des chiffres finalement partout. Et sur ces enjeux de santé au travail, on manque de data aussi clés. Donc ça fera l'objet, hein, je spoil pas ce qu'on va vous dévoiler en 2026, qu'on a un projet aussi en ce sens. Mais en tout cas, on pense que c'est un axe important pour aborder efficacement le fait d'impliquer l'ensemble de l'entreprise dans ce document des risques.
Alors, une petite question qui va peut-être être intéressante aussi par rapport à ce qu'évoquaient certaines personnes dans le chat. Par quoi commencer lorsqu'un DURP existe, évidemment, hein, on l'a dit, mais qui n'est pas utilisé comme outil de pilotage, justement. Mm. Alors moi, j'aurais trois conseils à donner par rapport à ça. C'est voilà, c'est exactement ça. C'est revenir en fait au travail réel en fait sur le terrain. C'est-à-dire voilà, on va sur le terrain, on observe vraiment comment les gens travaillent, quelles sont les relations humaines aussi dans l'entreprise, hein. On s'immerge vraiment dans chaque service pour vraiment observer, avoir quelque chose d'objectif, en fait, avoir un retour objectif de la situation. Donc revenir vraiment sur le terrain. Sur le terrain, c'est la première chose à faire. Et puis, reprioriser les risques. Voilà, donc on va re-hiérarchiser. Alors, ça sert à rien d'avoir 50 risques identifiés s'ils sont tous mis sur le même pied d'égalité. Il faut vraiment les prioriser pour mener des plans d'action qui seront précis sur les risques prioritaires. Et puis, sur ces plans d'action, les simplifier. Voilà, simplifier au maximum les plans d'action. Ça sert à rien d'avoir un DUERP de 60 pages qui sera jamais consulté. C'est voilà, on hiérarchie les risques on met en place des actions qui vont être menées, des actions qui peuvent être très simples, sans des choses très compliquées, pour que tout de suite on ait un résultat. Et là, je repense encore, hein, on a fait, pour vous donner la petite anecdote en interne, mon Martin, on a fait notre plan de route 2026 sur notre stratégie, notre plan d'action, et finalement, ça tient en trois niveaux. Donc finalement, c'est encore une fois le plus facile dans la manière peut-être de l'appréhender, c'est de se dire, bah, faites comme vous le faites en opérationnel, au niveau de la stratégie de l'entreprise ou de l'opérationnel. En lien avec votre business ou du business qui est géré par vos équipes pour pouvoir construire ça au mieux et au plus efficacement surtout. Et la dernière question du coup qui va en ce sens, quel conseil donnerais-tu à un décideur RH ou dirigeant pour faire du document des risques justement un levier de prévention efficace et durable? Se l'approprier. Voilà, il faut vraiment s'approprier son document des risques et pas simplement se dire que c'est un document administratif à remplir qui va être très euh, comment dire, superficiel. Non, non, il faut se l'approprier, il faut que ce soit un miroir de son entreprise. Donc, il faut le considérer voilà, comme une preuve de pilotage. Voilà, ça veut dire que je me le suis approprié, j'ai vraiment identifié, parce que je me suis immergé au cœur de mes équipes. Il reflète vraiment mon entreprise. Et ce n'est pas grave si tout n'est pas identifié, ce n'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est être capable de justifier ce qu'on a identifié et dans ce qu'on a identifié, ce qu'on a priorisé et ce qui a été engagé. Et pourquoi vous l'avez fait. Voilà. Il faut savoir se justifier. Voilà, il faut que ce document puisse être justifiable. Et à partir du moment où il est justifiable, nécessairement, il sera positif pour l'entreprise. Alors, on a passé une petite demi-heure d'échange sur ces questions. C'était important, on le fait systématiquement de pouvoir illustrer avec un cas qui comprend aussi, voilà, qui coche aussi la case de ces enjeux TMS, RPS, un cas client, pardon. Donc on va, Cédric va vous le présenter pour aussi vous donner un petit exemple qui va être parlant d'une entreprise dans le secteur du médical, hein, et plus précisément un centre dentaire de plusieurs dentistes. Donc je te laisse te présenter un Alors, petit peu de ton cas. oui, j'ai choisi ce cas client parce que alors, avec comment dire, l'expérience qu'on a avec les entreprises, je sais que il y a parfois un peu de crainte par rapport à ce document unique parce qu'on a l'impression enfin, l'employeur a parfois l'impression qu'il n'est pas en capacité de bien évaluer les choses. Et il y a parfois un peu de honte de ne pas savoir le faire. Et j'ai pris exprès ce cas client-là puisque c'est un secteur dans le secteur médical. Donc c'est pour vraiment vous montrer que même au niveau des personnes qu'on considère comme étant là pour nous donner des conseils de santé, il peut y avoir chez elles aussi en fait des problématiques TMS, RPS. Et donc c'est pour ça qu'il faut déculpabiliser d'en avoir dans son entreprise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce cas client. Donc c'est un centre dentaire mutualiste. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mode de fonctionnement. Peut-être que vous avez chez le dentiste qui est un dentiste libéral, bah, il existe aussi des gros centres dentaires où il y a une multitude de dentistes. En l'occurrence, ils sont une cinquantaine de dentistes. Donc c'est un gros centre dans l'ouest de la France.
Euh, et ces centres mutualistes, en fait, ont des organisations qui sont très comparables à celles d'une entreprise classique, bien plus que d'un cabinet médical. Donc, il y a des équipes qui sont salariées, ils sont pas libéraux, ils ont eux aussi des plannings qui sont très tendus, une forte exigence de productivité. Ils sont dans un secteur où, évidemment, quand les patients viennent les voir, donc les clients viennent les voir, c'est pas des patients ou des clients qui sont très détendus d'aller chez le dentiste. Et l'entreprise, voilà, le centre mutualiste vient de faire à ce moment-là, au moment où nous, avant d'intervenir, ils nous contactent pour ça. Parce que le contexte, c'est qu'ils viennent de faire un investissement important, ils viennent d'acheter 20 fauteuils dentaires. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ce sont les fauteuils sur lesquels vous allongez quand vous allez chez le dentiste. Il faut savoir que ces fauteuils coûtent à peu près 50 000 euros et donc ils viennent d'investir 1 million d'euros dans leur fauteuil. Donc on leur avait vendu ça comme étant les meilleurs fauteuils ergonomiques du marché. Voilà, donc ils sont très contents d'avoir acheté. Et donc ça partait d'une bonne intention pour leurs salariés. Et il se trouve que eux, ils étaient dans l'incompréhension parce que quelques semaines après ce changement, il y a des premiers signaux négatifs qui apparaissent. Donc il y a des contestations chez les dentistes. Ils se plaignent du nouveau poste de travail. Ça décline jusqu'à arriver à des arrêts de travail et des discours qui sont voilà, que ces nouveaux fauteuils leur génèrent des douleurs au dos, aux épaules et aux cervicales. C'est une catastrophe. Certains vont jusqu'à solliciter la médecine du travail pour se plaindre des fauteuils dentaires qu'on leur impose à travailler. De là, bah là d'un seul coup, on rentre dans un engrenage qui est très négatif. La médecine du travail fait une visite dans ce centre dentaire, commence à monter un dossier à charge contre l'employeur en essayant d'expliquer que ces fauteuils sont catastrophiques. Mais évidemment, hein, voilà, ils le font de manière pas très objective, on va dire. Euh, et donc évidemment, tout ça, ça perturbe l'entreprise, puisque tout ce climat social, en fait, crée en fait des équipes qui sont à saturation, parce qu'on a des dentistes qui sont en arrêt, donc tout le travail est reporté sur les autres, il y a une forte pression. Euh, et nous, on intervient dans ce contexte-là. Donc, on repart du terrain. On repart du terrain et du DUERP. Donc, déjà, on analyse que dans le DUERP, bah, il y a comme dans toute entreprise, il n'y a pas grand-chose qui est écrit dedans, ou en tout cas des choses qui sont très superficielles. Et en discutant, en échangeant en fait avec les dentistes, on se rend compte que finalement, ce changement de matériel n'a fait que cristalliser une problématique qu'il y avait en interne de communication et de rapport humain, qu'il y avait finalement en dessous de tout ça des RPS qui étaient en train de bien se développer. Parce qu'il faut savoir qu'un dentiste, il a, ce que je vous disais, un rapport avec la clientèle qui est assez tendu parce qu'on est face à du stress de patient. Et s'il se trouve qu'il y a des problématiques relationnelles, organisationnelles et aussi un travail à flux tendu où le dentiste est toujours dans le rush du travail et n'arrive pas à prendre du recul sur son activité, et que là, d'un seul coup, on lui réimpose ce matériel sans l'avoir concerté, parce que finalement, c'était ça le vrai problème, c'est qu'on ne l'avait pas concerté sur ce matériel, et ben, voilà, il va vriller, il va s'opposer à tout ça, et ça va faire sauter le système. Et nous, notre travail a consisté à repartir en fait de la base, c'est-à-dire réanalyser sur le terrain ce qui se passe et proposer des actions. Déjà des actions pour apprendre déjà aux dentistes à utiliser ce nouveau fauteuil qui finalement était très bon. Après analyse et après audit, ces fauteuils étaient très bons en termes d'ergonomie. Simplement, on n'avait pas expliqué non plus aux dentistes comment utiliser le matériel. Donc, on est reparti de la base, c'est-à-dire former les équipes à l'utilisation du matériel, mettre en place une action autour des RPS et de discussion dans l'entreprise pour fluidifier en fait le fonctionnement en interne et les rapports humains qu'il peut y avoir pour désengorger en fait la problématique. Et finalement, tout est bien rentré dans l'ordre et réactualiser le DUERP surtout. C'est-à-dire réactualiser le DUERP avec les vrais risques pour qu'à l'avenir, les choses ne se reproduisent pas et qu'une décision qui soit prise à la fois sur le changement de matériel, mais ça peut être aussi un changement dans les emplois du temps, l'embauche de nouveaux dentistes ou l'organisation des salles, et ben, ces décisions soient prises
en concertation avec le DUERP qui va refléter la vraie vie de l'entreprise. Donc, c'est important que vous ayez un cas pour à la fois un petit peu appuyer ce qui a été dit avant et vous rassurer sur voilà, ce qu'on voit nous au quotidien au sein des entreprises, hein, c'est la vraie vie. Et puis on revient aux chiffres, hein, que j'évoquais au début, 50% des entreprises n'ont pas du tout de document de risque ou qui n'est même pas actualisé. Et finalement, bah, voilà, là, cette entreprise a eu la double problématique TMS RPS, donc c'est intéressant aussi d'illustrer ce lien très fort entre ces deux enjeux. Et finalement, bah, cette problématique, on a fait une force, puisque suite à l'intervention, ça a permis voilà, de casser ces deux problématiques et avoir un document évidemment des risques le plus à jour possible et d'embarquer une équipe dans un sens plus positif que la tournure que ça prenait. Voilà. Voilà, le but, c'est que ce DUERP, voilà, ce soit le miroir, je le répète, hein, que ce soit le miroir de votre entreprise et que ça vous permette de prendre toujours des décisions qui correspondent en fait à la vraie personnalité de votre entreprise aujourd'hui. Voilà. Donc pour finir, eh bien, nous intervenons effectivement sous des formats donc d'audit flash, hein, qui ont été développés ensemble, comment dire, avec Cédric et les équipes de Montmartin. Donc peut-être pour présenter, hein, la méthode Mm. rapidement, et on se tient à votre disposition pour échanger plus longuement après en fonction de vos enjeux. Je te laisse peut-être présenter un peu peut-être les points clés de la proposition de valeur de l'offre. Oui, alors les audits flash, l'objectif c'est de vous aider et de vous décharger en fait de cette analyse terrain qui peut être, c'est vrai, difficile à faire pour des personnes qui ont d'autres tâches à exécuter et qui ont peut-être pas aussi ces connaissances d'analyse, euh, on va dire, santé des collaborateurs. L'objectif, c'est voilà, c'est que 3 fois par an, 3 fois par an, on analyse en fait la santé de votre entreprise à travers ses équipes. Donc, il va y avoir un pré-audit, c'est-à-dire que c'est toujours vous en fait qui pilotez l'action d'audit. Donc, on vous envoie on vous interroge, vous, personne qui est en charge du DUER, pour, euh, pour réfléchir avec vous quelles seraient les équipes que vous pensez-vous être les plus à même de recevoir cette analyse terrain. Donc, il y a ce question de pré-audit et on interroge également vos managers et vos collaborateurs sur le ressenti qu'ils vont avoir, eux, de leur métier. Donc, on les interroge avec des questions qui se recoupent sur l'aspect TMS, sur l'aspect RPS et sur l'aspect, on va dire, ergonomique, pour avoir leur ressenti. Le ressenti du manager vis-à-vis de ses équipes, le ressenti du collaborateur qui vit aussi les situations au quotidien. Et on envoie, nous, sur le terrain, un expert. Un expert qui est formé à l'analyse des TMS et des RPS. C'est-à-dire qu'il est dans une capacité de diagnostic de ça. Donc, il passe 4 heures, cet expert, au sein de vos services, en immersion totale. Ça veut dire vraiment en conditions de travail réelles. On ne bloque absolument pas l'activité, puisqu'on veut l'observer dans son contexte réel. Et il est là en observateur. Il va prendre des notes, il va prendre aussi des situations de travail en photo. Et l'objectif, en fait, c'est d'analyser. On a mis en place des grilles d'évaluation qui permettent de recouper et de croiser les informations entre le retour salarié, le retour collaborateur, manager et le retour de l'expert. Et donc, ces grilles d'évaluation reposent sur en fait, les recommandations officielles, hein, des grandes instances autour des TMS, des RPS et de l'ergonomie. Et l'objectif, c'est de vous faire un retour, en fait, un retour terrain. Donc, on vous fait un compte-rendu écrit que vous pouvez annexer à votre DUERP qui vous permet de l'alimenter. On vous produit également un compte-rendu vidéo de résumé de notre intervention qui vous permet, vous, en 10 minutes, d'avoir une vue globale et résumée de tout ce qu'on retrouve dans le document écrit, alimenté avec les photos et les analyses de l'expert. Et on vous produit également des indicateurs, et ça c'est très intéressant, c'est pour voir l'évolution dans le temps dans l'entreprise. Donc c'est des indicateurs qui analysent
les TMS, les RPS et l'ergonomie. Et donc, c'est des indicateurs qui vous montrent où vous en êtes et les actions à mener pour faire monter ces curseurs. Et l'objectif, c'est que voilà, tous les 4 mois, quand on repasse, que les actions que vous meniez puissent nous permettre de faire monter ces indicateurs. Voilà. On va vous mettre un lien après si vous souhaitez caler un rendez-vous dès maintenant. On a atteint les 30 minutes, hop, pardon, les 60 minutes d'échange prévus sur ce webinaire. On vous remercie et merci déjà beaucoup à Cédric pour ton intervention aujourd'hui et merci vraiment à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme on vous l'avait promis, on va rester connecté quelques minutes. Si vous souhaitez nous partager des questions ou si vous avez des remarques ou des encouragements à nous faire, voilà, on prend tout ce que vous voudrez nous partager. Merci déjà à tous en tout cas. Merci beaucoup.